Alors bonjour tout le monde et bienvenue. Deuxième concept dans la formation Digital Architecture. Cette vidéo sur les concepts fondamentaux en tant qu'architecte. Je vais présenter d'une manière macroscopique les différents aspects comme le user-centric, les technologies émergentes, par exemple SDN, NFV, etc. Les différents frameworks, les différents diagrammes qu'on utilise en tant qu'architecte, les stratégies qu'on utilise comme par exemple SMART, la gouvernance et des cas pratiques, etc. Commençons par les concepts fondamentaux. Alors, on a premier concept, c'est quoi? C'est les trois questions à bien maîtriser, le quoi, le pourquoi et le comment. Alors, pour n'importe quel service ou produit proposé par l'entreprise ou un organisme, on est obligé de répondre à ces questions. Alors, le quoi, c'est tout simplement le bien maîtriser le is as is, c'est-à-dire ce qu'on a, ce qu'on dispose, et le to be, c'est-à-dire ce qu'on veut faire, ce qu'on cherche à atteindre. Le pourquoi, c'est quoi? C'est la partie où on justifie pourquoi on va faire ça. C'est vraiment la raison d'être. Et comment, c'est la phase où on part beaucoup plus technique, beaucoup plus en détail, comment on va faire les choses, quelles solutions apporter, quelles solutions utiliser, quels produits choisir, etc. Donc, ce qu'on vous pouvez voir ici, le pourquoi et au centre, c'est vraiment ici, on cherche la valeur ajoutée de le quoi faire et le comment, c'est la partie où on dit voilà, comment on va faire ça, comment est-ce qu'on dispose des compétences nécessaires, etc., etc. Pour l'user-centrique, c'est un concept ou une notion très utilisée et très importante en tant qu'architecte à maîtriser. C'est ici où on privilégie la qualité de service ou en général la qualité de l'expérience offerte à l'utilisateur, bien sûr, en utilisant des techniques comme le design thinking pour assurer que l'été informatique sert réellement au collaborateur ou à l'utilisateur. Il y a la- l'approche aussi technocentrique où on fait vraiment l'inverse. Dans l'approche technocentrique, ce qu'on cherche, c'est d'aligner ce qu'on a avec les limites technologiques ou les besoins technologiques. Et ça, ça dépend les secteurs, par exemple, dans les banques, les assurances, euh, les secteurs finance généralement, euh, l'approche user-centrique, c'est très utilisé. Même, par exemple, pour les opérateurs téléphoniques, etc., etc. Mais dans les secteurs comme la défense, notamment, l'approche user-centrique, il n'est pas du tout utilisée ou utilisée à la limite. Ce qu'on cherche dans la défense, c'est vraiment de la technocentrique parce que, imaginons, on veut construire 300 rafales. On veut voilà, fabriquer 300 rafales. Prix moyen, voilà, on va dire que voilà, on va maximiser les choses, c'est-à-dire que un rafale, c'est 10 000, pas 10 000, mais bon, 100 millions de dollars. Alors, 100 millions de dollars fois 300, ça fait 30 milliards de dollars. Si on vient, voilà, on va ajouter 10 milliards de dollars juste pour optimiser le confort de pilote, bien évidemment, on va pas accepter ça. Mais en revanche, si on vient, on dit, voilà, on va ajouter 10 000, euh, 10 000, on va ajouter 10 milliards de dollars au prix initial, c'est-à-dire 30 milliards de dollars, pour augmenter la vitesse des rafales, pour augmenter la capacité des armes à portée, pour optimiser ses performances.
généralement, ce sera plus privilégié et ça, la décision sera acceptée, bien évidemment. Donc voilà, ça dépend des secteurs. L'approche user-centrique, c'est le plus utilisé, bien sûr, pour aligner les besoins de l'utilisateur avec ce qu'on construit comme stratégie. Mais à savoir aussi que ça dépend des contextes, mais technocentrique, ça reste aussi une approche utilisée dans des services ou des secteurs beaucoup plus critiques techniquement. Donc pour la notion de service, c'est aussi voilà, un concept très très important à maîtriser en tant qu'architecte parce que généralement c'est des building blocks quand on construit des stratégies, on a des blocks ou des building blocks généralement qu'on doit rassembler et fusionner d'une manière composable pour bien sûr arriver à une solution ou un produit final. Comment ESO définit un service? ESO, c'est l'organisme international des standards. Ils disent qu'un service est une prestation immatérielle composable. Prestation, c'est-à-dire que c'est proposé par un organisme externe. Bien sûr, manifesté d'une manière perceptible et qui est dans une condition d'utilisation prédéfinie. Et source du valeur, bien sûr, soit pour nous, en tant qu'entreprise, soit pour les consommateurs ou nos clients. Donc, comme vous pouvez voir ici, imaginons que ça, c'est une application e-commerce. On a différents blocks proposés ou gérés par des autres organismes. Par exemple, dans notre plateforme e-commerce, on a besoin des services de paiement proposés par une entreprise externe. On a besoin des services d'authentification, des Customer Relationship Management System, des services de facturation. Et tout ça, c'est proposé par des organismes externes qui sont indépendants et bien sûr qui gèrent tous ces différents services. Donc, c'est quoi l'objectif? Bien sûr, c'est pour avoir des produits qui peuvent être passés en échelle, beaucoup plus robustes, performants et qu'on peut avoir la capacité de changer n'importe quel service par un autre si on veut. Et bien sûr, la communication entre les services, parce que généralement ils sont hétérogènes, ça se fait grâce à des API ou Application Programmer Interface pour bien sûr assurer la bonne communication entre eux. Donc voilà pour les concepts fondamentaux. Pour la partie technologie émergente, à savoir en tant qu'architecte, on a la partie SDN ou les technologies SDN, Software Defined Network. À prendre ici, c'est c'est une manière ou une technologie qui nous permet de centraliser ou d'avoir une intelligence centralisée. Comme vous pouvez voir ici, Central Software Brain. Tout simplement, ce qu'on cherche, c'est de séparer le plan de contrôle. Le plan de contrôle, voilà, c'est la partie haute, et le plan de data ou forwarding plan. Imaginons que cet utilisateur veut communiquer avec ce serveur. Généralement, on va faire des configurations pour chaque machine. Voilà le chemin pour arriver ici. Grâce à SDN, ce n'est plus le cas. C'est la partie intelligence qui gère tout ça d'une manière automatique. Si le path fonctionne plus, si on a un routeur KO, on va calculer la bon chemin ou chemin optimiste pour arriver ici, grâce à des protocoles, bien sûr. Par exemple, ici, on utilise le protocole OpenFlow. Et pour programmer le logiciel, on utilise le langage de programmation P4. Donc voilà pour SDN. Pour INFV, c'est aussi une technologie très importante qui nous permet de virtualiser les services, par exemple des routeurs, des firewalls, des load balancers. Et ça nous permet bien sûr de éviter d'acheter du matériel et d'avoir un contrôle complet sur les différents services. Donc l'utilisateur n'a plus besoin d'acheter des routeurs ou des firewalls ou des pare-feux, mais juste d'avoir des services
virtualisé qu'on peut installer chez lui sans avoir vraiment du matériel physique. Donc, généralement, le InSTN et INFV sont deux technologies qui sont utilisées les uns avec les autres, bien sûr pour des réseaux beaucoup plus agiles, beaucoup plus performants et beaucoup plus fiables. Alors, pour les frameworks ou les cadres de travail en tant qu'architecte, on a le plus important, TOGAF. Alors, c'est quoi? C'est un cadre développé par The Open Group pour concevoir, planifier, mettre en œuvre et gouverner, bien sûr, l'architecture d'entreprise. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est d'aligner leur stratégie métier avec les systèmes informatiques de cet organisme. Et bien sûr, il est largement utilisé dans les grandes entreprises, notamment Orange en France. Alors, pourquoi on utilise TOGAF? Plus important, pour avoir une vision claire de l'évolution de notre système d'information. Et bien sûr, on a d'autres points pour réduire les risques, améliorer la communication, faciliter la décision et la planification des investissements. Parmi les concepts de TOGAF, on a l'architecture Development Method. C'est une technique qui nous permet de gérer d'une manière flexible, bien sûr, et centrée autour des exigences. On commence avec la partie préliminaire. L'étape A, vision de l'architecture, on passe à chaque étape dans cet ordre. Et à chaque étape, on doit bien sûr vérifier si on a bien fait ce qui était défini comme exigence et comme condition pour passer à l'étape qui suit. Et ça, c'est vraiment voilà, la partie anglais ou la version anglaise pour les gens qui préfèrent l'anglais. Un autre point plus important, si l'architecture continuum, euh, d'une manière basique, c'est une technique qui nous permet de passer d'une architecture globale à une architecture beaucoup plus spécifique à notre organisme. Parce que, voilà, généralement, les cadres proposent des architectes qui sont vraiment très, très généralistes. Donc, parfois, sont pas alignés ou sont pas applicables directement sur notre entreprise. Donc, ce qu'on va faire, c'est de passer étape par étape pour spécialiser ces architectes et de les implémenter sur nos besoins. Pas sur plusieurs aspects, soit l'industrie, technique, gestion, management, etc. Vous pouvez voir ici, on passe de standard, d'une architecture standard à une architecture beaucoup plus spécifique et adaptée à nos besoins. Alors, pour la partie modélisation en tant qu'architecte, on utilise généralement de BPMN, Business Process Model and Notation. Voilà, c'est une technique pour définir les différentes étapes et les différentes parties d'une solution. Imaginons, ça c'est une application et on veut modéliser comment l'utilisateur utilise notre application, quelles sont les interactions avec les différentes parties, etc., etc. Ça c'est des conditions, ça c'est les événements, ça c'est les étapes, ça c'est les conditions. Si c'est valide, on fait ça, sinon on fait d'autres choses. Et ça c'est l'événement à la fin. Et bien sûr, vous avez beaucoup de couloirs ici comme Sales, IT Systems, etc. On peut utiliser Visual Paradigm comme application pour visualiser ou pour construire ce genre de schéma. Notre diagramme, c'est l'Archimate. C'est là où on sépare les trois différents et importants couches de notre architecture. La couche business, où on définit les processus et les services, la couche application, et la couche technologique, où on a dit là, plus en détail, les couches sont quoi? Business et métier, où on a des acteurs et des fonctions. Le bleu, c'est applications ou logiciels, les composants qu'on a. Les technologies, c'est vraiment l'infrastructure, technique, réseau, nœud, serveur, etc. C'est du matériel.
Alors, pour la partie stratégie, on a une technique qui s'appelle SMART, c'est-à-dire spécifique, measurable, achievable, relevant, time-bound. Chaque produit ou chaque projet doit être défini de cette manière. Il doit être spécifique, mesurable, atteignable et bien sûr qui correspond à nos besoins et dans des délais définis. Alors, bien sûr, voilà, comme exemple, on peut dire, voilà, on a un produit, un projet qui, qui a pour objectif de migrer 100% des serveurs, 100%, voilà, c'est mesurable, migrer ces serveurs de l'entreprise vers le cloud AWS. C'est spécifique. On n'a pas vu, voilà, migrer, mais vers où? C'est généraliste. Non, c'est bien faire une solution cloud bien définie. Dans les prochains 12 mois, bien sûr, on a des deadlines. En suivant un plan d'étape par étape, c'est achievable. Si on fait ça, on définit comment faire les choses. Et bien sûr, tout ça, c'est lié à nos besoins et à notre objectif entreprise. Et pour la gestion et l'opération télécom, on a un cadre ETOM ou Enhanced Telecom Operation. C'est un cadre de référence mondial de TM Forum. Il définit tous les autres processus d'un opérateur, soit facturation, réseau, vente, dans un grille matriciel. On a aussi TMN, Telecommunication Management Network, où on modèle d'une manière hiérarchique la gestion, soit la partie management, business, management, gestion des services, gestion de network ou de réseau, etc. Si on a la partie stratégie, la partie management et la partie opérationnelle. Pour aussi la partie gouvernance, en tant qu'architecte, on a ce qu'on appelle le Design Authority. C'est une instance de gouvernance architecturale chargée de valider et arbitrer d'une manière euh, bien sûr spécifique et bien sûr superviser les décisions prises par la direction. Avec les Design Authority, on peut avoir des cohérences globales, standards partagés, réduction de risques, vision long terme, maintenue, etc. Sans ça, on risque d'avoir des décisions techniques non coordonnées, des coûts d'intégration élevés ou non maîtrisés, des techniques ou architecturales même. Donc voilà, d'une manière générale pour visualiser les choses. En tant qu'architecte, on a la partie stratégie, decision making. C'est les gens qui prennent la décision, bien sûr, en prenant en considération le budget, les différents facteurs. Et en bas, juste ce qu'on vient de voir, le design authority. C'est les gens qui sont techniquement spécialisés dans les décisions prises, qui prend et analyse plus en détail et plus techniquement ce qu'on a pris comme décision. Est-ce que c'est vraiment atteignable? Est-ce que c'est vraiment gérable? Est-ce que ça vraiment correspond à nos objectifs métiers? Après, on a le validation pipeline. Si c'est validé, on le passe dans la feuille de route de l'année où les différents teams ou les équipes travaillent en parallèle pour, bien sûr, arriver à atteindre cet objectif ou construire cet produit par exemple, ou ce service, etc. Bien sûr, tout ça en prenant en considération la communication avec les différentes institutions, la situation mondiale, etc. Donc voilà, comme on peut voir, c'est très important d'avoir cette partie design authority parce que c'est vraiment eux les spécialistes qui valident euh, non, la validation ou non validation de la décision prise par la direction ou les stratégies decision making. Donc voilà, d'une manière globale, les différents aspects en tant qu'architecte à avoir en tête. On a vu, voilà, l'usager centrique le plus important, les différents technos. On a bien sûr autres technologies comme, voilà, la cloudification, le X as a service, la paradigme de programmabilité, etc. Bien sûr, il y a d'autres frameworks, j'ai présenté TOGAF, mais il y en a plusieurs.
Euh, on a plusieurs standards, on a plusieurs outils de modélisation en tant qu'architecte. Mais voilà, d'une manière générale et globale, voici ce qu'on a besoin en tant qu'architecte, à savoir, bien sûr, on voit plus en détail dans les prochains ADE 700. On va voir plus en détail les choses, notamment les technologies émergentes, les différentes opérations téléphoniques, et gestion, aux techniques de gestion. Donc voilà, merci pour votre attention et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Au revoir.